Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 octobre et pour commencer le journal, nous allons parler de ce qui est à mon goût le plus grand scandale du football contemporain, c'est-à-dire la délocalisation des matchs dans d'autres pays. C'est quelque chose qui est en train de se développer dangereusement et évidemment, il fallait tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet. Ensuite, on aura un sujet qui en regroupe deux, à savoir Barcola et Mayulu, qui ont quelques petits soucis de blessure. Ça me permet de rendre un peu plus compact le point Paris Saint-Germain du sujet. On parlera évidemment de Florian Thauvin qui de son côté profite de la blessure de Barcola. On évoquera l'avenir d'Adi Hütter qui s'inscrira probablement loin de Monaco. Et enfin, on clôturera le journal avec un point qui n'est pas directement lié à l'actualité, mais je profite de ce petit temps faible pour faire un focus sur Grealish qui va mieux que jamais. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Ils vont tuer le football local et ses supporters. La Liga qui va jouer du côté de Miami aux USA, la Serie A qui va se jouer à Perth en Australie et franchement je suis pressé de voir un Nantes-Angers qui va se jouer du côté de Tokyo. On n'est pas prêt. Alors si je dis ça, c'est pas par hasard parce qu'à l'exception du Nantes-Angers, ce que je vous dis, ça va réellement se produire. Le Barça jouera à Miami pour son match du 20 décembre face à Villarreal et Milan-Com se jouera le 6 février du côté de l'Australie. C'est une décision qui vient de la Ligue espagnole et de la Ligue italienne et le but c'est évidemment le rayonnement des championnats respectifs. On a toujours eu cette tendance, on le voit par exemple en France avec le trophée des champions qui se délocalise, mais alors sur les matchs de championnat on atteint encore un autre niveau. C'est une décision qui a un non-sens écologique parce que tu vas quand même traverser le globe pour un petit match. C'est une décision qui a un non-sens par rapport aux supporters qui vont même pas pouvoir voir leur équipe jouer ou alors il va falloir qu'eux aussi traversent le monde et finalement c'est un peu bafouer l'idée d'un championnat national en allant le jouer à l'autre bout du monde. On imagine que les retombées économiques doivent être certaines pour que les championnats aillent dans cette direction, mais en tout cas, c'est pas un truc qui est approuvé par l'UEFA. Ils n'ont pas un pouvoir coercitif en la matière, mais ils communiquent sur le fait qu'ils sont pas fans de ça, même s'ils sont obligés de l'approuver. Évidemment, ceux qui râlent le plus à raison, ce sont les associations de supporters, parce que si demain ça se généralise, ça va quand même être bizarre de supporter le club de ta ville, mais de le voir jouer aussi souvent à l'autre bout du monde que dans ta ville. Deux nouveaux blessés pour le Paris Saint-Germain, les dossiers médicaux s'accumulent mais paradoxalement ici ça peut presque être perçu comme une bonne nouvelle. On parle de Barcola et de Mayulu qui sont forfaits pour leur match avec l'équipe de France et l'équipe de France Espoir. Je dis paradoxalement ça peut être une bonne nouvelle parce qu'au moins tu te dis que durant la trêve internationale ils vont pouvoir se reposer. Alors le drama il continue entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. L'équipe de France a sorti ce communiqué en disant que Barcola était forfait à cause d'une lésion chronique à l'ischio et le PSG s'étonne de la raison de leur côté. Ils n'ont pas vu de lésion chronique, le terme chronique est important et ils apprécient pas qu'on communique sur quelque chose qui releverait du secret médical. Alors on va passer les détails là-dessus, mais le PSG qui s'étonne, s'ils font un communiqué pour dire qu'ils s'étonnent, ça veut quand même dire que ils l'ont pas très bien pris. Du côté de Mayulu, il n'y a pas de drama, il s'est blessé face à Lille, il a été appelé, finalement tu constates qu'il est forfait, il va pouvoir se reposer. Moi je commence à m'inquiéter pour le Paris Saint-Germain, je vous en avais fait une vidéo hier, parce que même les joueurs qui se retrouvent à être aptes, même les joueurs qui disputent les rencontres, tu te rends compte que ça craque de partout. C'est un peu comme toi quand tu te remets au foot après une longue période sans jouer, ou que tu es complètement au bout du rouleau, tu as une petite gêne ici, tu as une petite gêne par là, tu as une petite douleur à un autre endroit. En fait ton corps entier est sur un fil et tu sens qu'il faut pas grand chose pour que tu contractes une grave blessure. Donc le Paris Saint-Germain va devoir être très fin dans la gestion de son effectif. Vous faisiez quoi il y a 6 ans et 3 mois? Alors moi je m'apprêtais à vous dire que j'étais encore en master, mais non, j'avais déjà terminé depuis 1 an, c'est un gigantesque coup de vieux. De son côté, Florian Thauvin, lui, il était en équipe de France pour la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, parce que le joueur du RC Lens est officiellement rappelé chez les Bleus. Il profite évidemment de l'absence sur forfait pour blessure de Barcola, et on peut dire que c'est une belle récompense pour un joueur qui redébarque en Ligue 1 et qui a fait d'excellents débuts avec le club de Lens, même si j'ai pas trop apprécié sa prestation face à Auxerre. C'est un joueur qui a toujours eu une bonne attitude, qui est exemplaire, qui va grandir son cap de sélection et c'est quand même fort du haut de ses 33 ans. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que Thauvin, il a officiellement que 10 sélections en équipe de France. C'est très peu pour un joueur qui est champion du monde, on peut dire qu'il a le sens du timing. La question qu'on peut se poser, c'est à quoi bon cette sélection? Est-ce qu'il a des chances de partir pour la Coupe du Monde?
Eh ben, pour moi, il y a des joueurs dans cette liste avec qui Thauvin peut rivaliser. On peut parler de Mateta, on peut parler d'Akliouche, on peut parler de Coman, mais finalement, t'as tous les Parisiens qui vont revenir. Dembélé, il aura sa place, Désiré Doué, il aura sa place. Évidemment, Barcola aura sa place également, donc déjà, ces mecs, même si Thauvin peut les sauter, les Parisiens vont prendre leur place dans la liste de Didier Deschamps, donc faut voir à qui il pourrait choper la place du côté de l'attaque. Il y a Nkunku, mais ça a l'air de plutôt bien se passer du côté du Milan. Il y a Hugo Ekitike, mais évidemment, c'est pas le même poste, je compare les attaquants depuis le début, mais c'est délicat de faire une comparaison frontale, et en plus, Ekitike du côté de Liverpool, ça semble bien se passer, donc on va pas trop réfléchir à la suite, sinon ça va nous climatiser un petit peu, mais on va se dire que c'est cool pour Thauvin, cette sélection en tout cas. Monaco va changer d'entraîneur, en tout cas toute la presse française va aujourd'hui en ce sens, les jours d'Adi Hütter sont comptés et l'entraîneur ne devrait pas passer la trêve internationale, il devrait être démis de ses fonctions à cause de ce qui se passe depuis le début de saison. Alors comptablement pourtant c'est pas catastrophique, quand tu regardes le classement de Ligue 1, Monaco est à seulement 3 points du leader, autant dire qu'on a connu des situations bien plus périlleuses, sauf que y a un truc dans le football qui s'appelle les matchs et quand on les regarde, faut bien avouer qu'on se demande comment Monaco a fait pour choper autant de points parce qu'ils n'ont pas eu des matchs extrêmement satisfaisants, il y a beaucoup de victoires qui ont été faites à l'arraché et finalement, même du côté de l'Europe, la fessée que tu as pris face à Bruges, ça laisse pas une bonne impression. Ce qu'on reproche à Adi Hütter, c'est donc le contenu du jeu monégasque et on lui reproche d'autant plus que ça fait 2 ans qu'il est en place et on peut pas vraiment dire qu'on voit une progression dans le jeu de Monaco. Alors évidemment, Adi Hütter n'est pas le seul coupable de la méforme relative de Monaco. On peut parler du mercato estival, des blessés, du fait que les deux conjugués, tu te retrouves un peu à poil au milieu de terrain à attendre le retour de Paul Pogba comme si c'était le Messi. Donc ça va être délicat de trouver la solution à tous ces problèmes du côté de Monaco, surtout que dans les noms de remplaçants probables, on a Terzic qui lui aussi est un mec qui a un CV qui te laisse avancer qu'il peut avoir du résultat. CF, sa finale avec le Borussia Dortmund, mais alors quand tu regardais les matchs de Dortmund, je vais m'arrêter là, mais c'était pas hyper emballant, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous saviez que Jack Grealish était redevenu hyper fort? Bah oui, le mec qui était complètement dans une impasse du côté de Manchester City, qui se cirait le banc alors qu'il avait été acheté grosso modo 120 millions d'euros. Il est cette saison prêté du côté d'Everton et c'est un joueur majeur de l'équipe. En 9 matchs, il a marqué un but et délivré 4 passes décisives, mais ce sont pas les statistiques qui me font dire qu'il est redevenu hyper fort. En fait, sur son côté gauche, Grealish est un joueur qui a une capacité à totalement déséquilibrer l'adversaire. Il a de très bonnes courses progressive, il dribble, il est insaisissable balle au pied, il trouve toujours des solutions et c'est clairement l'atout offensif d'Everton. Et en fait, Grealish, ça te rappelle un truc très simple dans le football, c'est que un joueur qui réussit, c'est un bon joueur au bon endroit, au bon moment. Et Grealish, c'est ça. À Everton, c'est peut-être le bon joueur au bon endroit au bon moment, mais à Manchester City, c'était une star parmi tant d'autres, et peut-être que ce qui réussit aux joueurs, c'est davantage d'être l'atout offensif numéro 1 de son équipe. Peut-être que c'est un environnement qui colle un petit peu plus à ses qualités, en tout cas s'il fait toute la saison à ce rythme, il va redevenir absolument énorme. Et ça tombe bien pour Everton, puisqu'il y a une option d'achat qui est fixée à 58 millions d'euros, et je suis un peu partagé sur cette option d'achat. D'un côté, je me dis qu'elle est vraiment pas chère par rapport à ce qu'il montre depuis le début de saison, par rapport au fait que ce soit un transfert de club anglais à club anglais, et de l'autre, Grealish, il a tout de même fêté ses 30 ans, donc évidemment tu sais que tu vas pas le revendre, en tout cas que ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je me tâte à parler de Monaco. Je pense même que je vais parler de Monaco, c'est assez rare que je vous tease les sujets en étant aussi explicite sur ce que j'ai en tête, mais je me dis que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de Monaco, je me dis que le timing est plutôt intéressant vu qu'on parle d'un potentiel renvoi d'Adi Hütter, je me dis qu'il y a des choses à creuser sur le sujet et que Monaco finalement c'est un petit peu cette équipe... serpent de mer depuis quelques temps où t'as toujours un sujet de « Ah, il y a Monaco qui a un potentiel énorme, ah, finalement ils accomplissent pas ce potentiel, ah, mais quand même ils ont des résultats » et
c'est un petit peu frustrant et je me dis que ça doit être dur pour les supporters monégasques et d'un point de vue observateur extérieur, je trouve ça même dur à analyser. Donc ce sera pas une vidéo où j'avancerai qu'avec des certitudes, mais ce sera plutôt une vidéo faite d'interrogations sur l'avenir de Monaco, je pense. Bref, je vais pas faire la vidéo avant la vidéo. Je vous souhaite donc une excellente journée. On se retrouve aux alentours de 17 h. Kiffez bien, salut!